Les ciseaux ont émis un cliquetis satisfaisant lorsque j'ai coupé la tige d'une pivoine blanche, un son net dans le calme matinal de ma boutique de fleurs. De l'eau s'écoulait de la tige coupée sur le comptoir en bois. Chaque goutte marquait le temps au rythme auquel je m'étais habitué au cours des 6 dernières années passées à diriger Bloom Thorn. Mes doigts bougeaient automatiquement, enlevant les feuilles, vérifiant qu'il n'y avait pas d'épines, arrangeant les tiges dans le vase en verre qui serait placé dans le hall d'entrée de Madame Chen à midi. Dehors, la pluie avait recommencé à tomber pour le troisième jour consécutif. En avril, le temps était imprévisible dans la ville, mais celui-ci semblait différent, plus lourd, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Je jetai un coup d'œil au sac en papier brun posé sur le bord de ma table de travail, celui que j'avais rapporté de la clinique il y a 40 minutes. À l'intérieur, plié en deux, se trouvait l'échographie. 6 semaines. La technicienne avait souri en me l'annonçant, félicitations, dans sa voix, comme si elle ne voyait pas que j'étais venu seul, que mes mains tremblaient lorsque j'avais rempli les formulaires. La cloche au-dessus de la porte a sonné et j'ai levé les yeux pour voir ma meilleure amie, Lucia, faire irruption, son parapluie dégoulinant sur le carrelage. Derrière elle venaient Sophia et Marie, toutes trois semblant avoir couru les deux pâtés de maison depuis le café. Serena Lucia haletait, me tendant un journal. Tu dois voir ça. Le titre était en gras. Mariage de Valente Russo demain. Deux familles sunnistes lors d'une cérémonie italienne historique. En dessous, une photo. Lui, l'homme d'il y a 6 semaines, celui qui était apparu dans ma boutique pendant un orage à l'heure de la fermeture, trempé, demandant des roses, celui dont je n'avais jamais appris le nom, dont je n'avais jamais obtenu le numéro, dont j'avais essayé en vain d'oublier le visage chaque jour depuis. Nikiko Valente, 30 ans, chef de la famille criminelle Valente, épousait Isabella Russo, fille du clan rival Russo, dans une union destinée à mettre fin à des décennies de sang versé. Ma vision se rétrécit, les bords du journal devinrent flous. Serena, ça va? Tu es pâle. La main de Sophia toucha mon épaule. Je posai le journal avec précaution, les doigts engourdis, puis je pris le sac en papier, en sortis l'échographie et la fixai du regard. La petite ombre en forme de haricot. 6 semaines, une nuit. Un inconnu, qui n'était pas un inconnu du tout, mais un homme dont le mariage était prévu le lendemain. Qu'est-ce que c'est? Marie se pencha vers moi, puis eut le souffle coupé. Oh mon Dieu, Serena, est-ce que c'est... Je ne répondis pas. À la place, je pris les ciseaux que j'avais utilisés pour les pianis. Cette fois, mes mains ne tremblaient pas. Elles étaient fermes tandis que je coupais l'échographie une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une pluie de confettis éparpillés sur le comptoir, entre les tiges de fleurs et les bobines de ruban. Serena. Lucia m'attrapa le poignet. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire dès que j'ai quitté cette clinique. Dis-je d'une voix neutre, oubliant. Je me détournais d'eux, de la photo de lui en smoking dans le journal, des morceaux de l'échographie qui ressemblaient à de la neige parmi les roses. Ma poitrine était serrée, comme si quelqu'un avait enroulé du fil de fer autour de mes côtes et tirait dessus. Tu ne peux pas simplement, commença Sophia. Regarde-moi faire. Je me suis dirigé vers l'arrière-boutique, la réserve où je gardais les vases et les rubans supplémentaires, ainsi que l'évier industriel que j'utilisais pour laver les seaux. La porte avait une serrure. Je l'ai tournée, m'enfermant à l'intérieur, puis je me suis laissé aller. Les sanglots ont jailli, violents et rapides, d'une manière qu'ils n'avaient même pas faite à la clinique. Parce que c'était différent. Ce n'était pas seulement le fait d'être enceinte et seule. C'était le fait d'être enceinte d'un homme qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui vivait dans un monde que je ne comprenais même pas, qui allait se marier le lendemain pour sceller un traité de paix comme si nous étions au 15e siècle et non dans le monde moderne. J'ai appuyé mon front contre le métal froid de l'évier, essayant de respirer à travers mes larmes. Il y a 6 semaines, il se tenait dans ma boutique, les cheveux noirs dégoulinants, les yeux gris intenses, demandant des roses rouges pour quelqu'un de spécial. Je lui ai demandé pour qui, et il m'a répondu, pour moi. Ce soir, juste ce soir, nous avions discuté pendant que je faisais la composition florale, de fleurs, de pluie et de l'aspect de la ville lorsqu'elle était lavée par la pluie. Il m'avait aidé à fermer, puis la tempête s'était intensifiée et je lui avais proposé du thé pendant que nous attendions qu'elle passe.
Une chose en entraînant une autre. Un contact, un baiser. Une nuit que j'avais repassée 1000 fois depuis. Il était parti au matin. Pas de mots, pas de numéro, juste le souvenir de ses mains, de sa voix et de la façon dont il me regardait, comme si j'étais la seule chose qui comptait au monde. Apparemment, ce n'était pas le cas. On frappa à la porte. Serena, laisse-nous entrer, s'il te plaît. J'essuyai mon visage avec le dos de ma main, pris une inspiration tremblante et ouvris la porte. Les yeux de Lucia étaient rouges eux aussi. Je suis vraiment désolé. Ne le sois pas. Je vais bien. Tu ne vas clairement pas bien. Ça ira. Je les ai dépassés pour retourner dans la boutique, vers le comptoir où les échographies étaient toujours posées parmi les fleurs. Je les ai ramassées, toutes sans exception, et les ai jetées dans sa poubelle sous la caisse. J'ai des commandes à honorer. Madame Chen a besoin de son bouquet avant midi. Marie a échangé un regard avec Sophia. Tu devrais peut-être fermer la boutique aujourd'hui. Prendre un peu de temps pour toi. J'ai répondu. Ça va. La clochette a retenti à nouveau. Cette fois, ce n'étaient pas mes amis qui arrivaient. C'était lui. Nikiko Valente est entré dans ma boutique exactement comme sur la photo du journal. Costume noir sur mesure, chemise blanche. Le même regard intense dans ses yeux gris qui m'avait fait oublier toute pensée rationnelle 6 semaines auparavant. Derrière lui se tenaient 2 hommes vêtus de costumes similaires, manifestement des agents de sécurité. Ils restèrent près de la porte, tandis qu'ils s'approchaient du comptoir. Mes amis se turent. Tout le monde en ville savait ce que signifiait le nom Valente, ce qu'il était. Je suis venu chercher le bouquet de la mariée, dit-il d'une voix exactement telle que je m'en souvenais. Une voix grave et douce, avec un léger accent italien qui devenait plus prononcé sur certains mots. Commande Valente, je le fixais du regard. Il me fixa en retour et je vis la reconnaissance apparaître dans ses yeux au moment même où mon cœur se brisait à nouveau. Serena, mon nom sur ses lèvres, comme s'il y avait pensé, comme s'il s'en souvenait. Votre bouquet n'est pas prêt. Je mentis. Même s'il était dans la glacière, composé de roses blanches et de fleurs d'oranger, les fleurs traditionnelles des mariages italiens. Revenez demain. Il était censé être prêt aujourd'hui. Le mariage est demain. Alors je suppose que votre marié devra porter des œillets achetés à l'épicerie. L'amertume dans ma voix était assez vive pour couper. La porte est là-bas. J'ai du travail à faire. Sa mâchoire se crispa. Derrière moi, j'entendis Sophia retenir son souffle. Les gens ne parlaient pas ainsi à Nikiko Valente. Les gens ne le rejetaient pas. Mais je n'étais pas comme les autres. J'étais la femme qui portait son enfant alors qu'il se préparait à épouser quelqu'un d'autre. Son regard se posa sur le comptoir, sur le ruban, les tiges et les quelques bouts de papier que j'avais oubliés en nettoyant. Je le regardais tendre la main et ramasser l'un des morceaux. Il était petit, juste un coin, mais il comportait une partie de la date et une partie de mon nom imprimé en haut. Il resta immobile. Puis il en a ramassé un autre, puis un autre. Ses doigts bougeaient rapidement, rassemblant tous les morceaux, les assemblant comme un puzzle sur le comptoir en verre. Non, ai-je dit en tendant la main pour l'arrêter. Ne fais pas ça. Mais il était trop tard. Il avait rassemblé suffisamment de morceaux pour voir ce que c'était. Une échographie, 6 semaines de grossesse. Nom de la patiente. Serena Blackwell. Le silence dans la boutique était suffocant. Lucia a attrapé le bras de Sophia. Marie était devenue pâle. Les 2 agents de sécurité près de la porte étaient figés, ne sachant clairement pas quoi faire. Nico a levé les yeux vers moi. 6 semaines, j'ai dit. Ton bouquet n'est pas prêt. Va-t'en. 6 semaines, a-t-il répété, d'une voix plus basse. C'est exactement ça. Je sais quand c'était. Mes mains tremblaient maintenant, mais je les gardais à plat sur le comptoir. Et je sais que tu te maries demain. Donc, quoi que tu penses que cela signifie, ce n'est pas le cas. C'est réglé. Cela ne te regarde pas. La porte est par là. Il regarda à nouveau les éléments assemblés, mon nom, la date, la petite ombre qui lui aurait tout révélé si je ne l'avais pas détruite. Tu l'as déchiré. Très observateur. Pourquoi? La question a fait éclater quelque chose dans ma poitrine. Parce que tu te maries avec quelqu'un d'autre demain. Parce que tu as passé une nuit avec moi et que tu as disparu. Parce que ça, j'ai fait un geste vers mon ventre encore plat, vers les morceaux d'échographie, vers l'espace entre nous.
Ça ne rentre pas dans tes plans. Les plans changent. Pas les tiens. Pas demain. Pas pour une alliance familiale et un traité de paix et tout ce que ce mariage signifie. Je me suis forcé à respirer. Je ne vais pas gâcher ça. Je ne vais pas être le scandale. Je vais m'en occuper moi-même. Sa main s'est tendue et a saisi mon poignet. Pas fort, mais assez fermement pour m'empêcher de m'éloigner. Le bébé est-il de moi? Toutes les personnes présentes dans le magasin ont retenu leur souffle. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit « Mon utérus ne te regarde pas. Lâche-moi. Réponse à la question. Je ne te dois rien. Tu es venu pour un bouquet. Il est dans la glacière. Prends-le et sors de ma boutique. » Son expression a changé. Ce n'était pas de la colère, mais quelque chose de plus froid, de plus calculé. Il a lâché mon poignet et s'est dirigé vers la porte, son garde du corps s'écartant pour le laisser passer. Je pensais qu'il partait. Je pensais avoir gagné cette bataille. Mais il s'est arrêté sur le seuil, s'est retourné et a prononcé 3 mots qui allaient tout changer. Annuler le mariage. Puis il a sorti son téléphone, a passé un appel et je l'ai entendu dire en italien. Papa, il faut qu'on parle maintenant. Il est parti, la porte a sonné, la pluie continuait de tomber et je suis resté là, parmi mes fleurs, tenant mon poignet là où ses doigts avaient été, sachant que je venais de déclencher une guerre que je ne savais pas comment mener. Serena, murmura Lucia. Que venait-il de se passer? Je ne répondis pas, car je n'en savais rien. Je savais seulement que les morceaux de l'échographie étaient toujours sur mon comptoir, réassemblés, et que quelque part dans la ville, Nico Valente prenait des décisions qui détruiraient tout ce que son mariage prévu le lendemain était censé créer. Tout cela à cause d'une nuit, d'une tempête, d'un choix et d'un bébé que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu. Le lendemain matin, je me tenais dans ma boutique à l'aube, en train d'arranger des roses blanches destinées à un mariage qui n'aurait plus lieu. Le journal l'avait confirmé 3 heures plus tôt. Le mariage Valente Russo était annulé. Aucune explication n'avait été donnée. Les 2 familles refusaient de faire des commentaires. Mon téléphone n'avait cessé de sonner depuis minuit. Des numéros inconnus, des messages de journalistes qui avaient réussi à obtenir mes coordonnées. Je l'avais éteint après le 15e appel. La lumière du matin filtrait à travers les vitrines, capturant les gouttelettes d'eau qui s'accrochaient encore au verre après la pluie de la nuit dernière. J'ai coupé une autre tige, les ciseaux précis, malgré la fatigue qui pesait sur mes membres. Je n'avais pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage lorsqu'il avait assemblé ses échographies. La cloche a sonné. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme âgé, vêtu d'un costume gris impeccable, debout devant ma porte. Des cheveux argentés, un regard perçant, le genre de présence qui rend l'air plus rare. Derrière lui se tenaient 4 hommes en noir. Ils ne posaient pas de questions, ils étaient juste là. Serena Blackwell. Ce n'est pas une question. Je suis Antonio Valente, le père de Nico. J'ai posé les ciseaux avec précaution. La boutique n'ouvre pas avant 9 heures. Ce n'est pas à propos des fleurs. Il s'avança, son regard balayant le comptoir, s'arrêtant sur les morceaux d'échographie que j'avais laissés là la veille au soir. Je n'avais pas pu me résoudre à les jeter une seconde fois. Mon fils a annulé un mariage qui avait nécessité 3 ans de négociations. Un mariage qui aurait mis fin à une querelle sanglante vieille de 40 ans. Savez-vous ce que cela signifie? Qu'il a fait un choix. Qu'il a fait un choix catastrophiquement stupide. La voix d'Antonio était dure. Les Russo exigent des représailles. Ma propre famille le traite de honte. Tout ça à cause de ça. Il désigna les morceaux de l'échographie. Alors, j'ai besoin de savoir, est-ce vrai? Tu portes mon petit enfant? Le mot petit enfant avait une connotation différente de celle du mot bébé. Il ne s'agissait plus seulement de Nico et moi. Il s'agissait de famille, d'héritage et de choses que je ne comprenais pas. Je ne te dois pas de réponse. Tu dois la vérité à ma famille, car tu es actuellement au cœur d'une situation qui pourrait coûter la vie à des gens. Il s'appuya contre le comptoir. Je te repose donc la question. Ce bébé est-il celui de mon fils? Je regardais cet homme qui avait bâti un empire sur la violence et la loyauté, dont le fils avait passé une nuit avec moi avant de partir épouser quelqu'un d'autre. Et je pris une décision. Oui. Le mot flottait dans l'air entre nous. Antonio acquiesça lentement, comme s'il s'y attendait, mais avait besoin d'une confirmation. À combien en es-tu?
6 semaines. Et tu n'allais pas lui dire qu'il allait se marier. Qu'étais-je censé faire? Me présenter à l'église avec une échographie et gâcher son grand jour? L'amertume transparaissait. Je m'occupais moi-même de la situation en déchirant les preuves et en les jetant, en protégeant toutes les personnes impliquées. Quelque chose qui ressemblait à du respect a brillé dans ses yeux. Tu as plus de bon sens que mon fils. Malheureusement, il a déjà tout gâché, donc la protection n'est plus une option. Il a sorti son téléphone et a passé un appel. Nico, va à la boutique de fleurs tout de suite. Je ne veux pas que ce que tu veux cesse d'avoir de l'importance quand tu le laisseras entrer dans ton lit. La voix d'Antonio était directe. Tu portes un Valente. Cela signifie que tu fais désormais partie de la famille, que cela te plaise ou non. 10 minutes plus tard, Nico entra. Il semblait ne pas avoir dormi non plus. Il portait le même costume que la veille, mais celui-ci était maintenant froissé. Ses cheveux étaient ébouriffés, comme s'il les avait passés dans ses mains. Ses yeux gris rencontrèrent immédiatement les miens. Tu as annulé le mariage, je l'ai dit. Tu as déclenché une guerre. Je l'ai fait à cause d'un bébé dont tu ignorais l'existence jusqu'à hier. Il s'est approché et j'ai vu dans son regard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas le charme suave de la première nuit. Pas le calcul froid d'hier. Quelque chose de brut. À cause de toi, non. J'ai reculé. Ne ramène pas tout à moi. Il s'agit de responsabilité et de timing, et du fait que je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi depuis cette nuit-là. Sa voix était basse, intense. Du fait que j'étais censé épouser Isabella demain, et que tout ce à quoi je pensais, c'était à quel point cela me semblait faux, à quel point je privilégiais le devoir. Il s'est arrêté. Et puis je suis entré dans ta boutique hier et je t'ai revu. Et puis j'ai vu ces morceaux et tout est devenu clair. Clair? J'ai ri, d'un rire amer. Ta famille est en guerre. Les Rousseau veulent du sang. Et tu penses que c'est clair. Plus clair que ça ne l'a été depuis 3 ans. Antonio poussa un grognement de dégoût. Pendant que vous deux essayez de comprendre vos sentiments, je dois gérer les conséquences. Serena, tu déménages. Pardon? Ton adresse est publique. Les Rousseau savent qui tu es. Ils savent pour le bébé. Tu n'es pas en sécurité ici. Je ne vais nulle part. Tu es à 8 pâtés de maison du territoire des Rousseau. Tu n'as ni sécurité, ni protection, et tu portes mon petit enfant. La voix d'Antonio était sans appel. Fais tes valises. Tu déménages dans un endroit sûr jusqu'à ce que nous réglions cette affaire. J'ai regardé Nico. Tu étais au courant? Je l'ai appelé ce matin pour lui parler du bébé. C'est lui qui a pris la décision concernant la sécurité. Donc, vous avez décidé de ma vie à ma place, tous les deux, sans me demander mon avis. Auriez-vous accepté si nous vous avions demandé? Antonio haussa un sourcil. Non. Alors cela nous fait gagner du temps. La cloche sonna à nouveau. Cette fois, c'était Lucia qui apportait du café et des pâtisseries, pensant clairement que j'avais besoin de soutien après le désastre de la veille. Elle se figea en voyant Antonio et ses gardes. Serena, sa voix était faible. Tout va bien. Je me plaçais entre elle et les hommes. Juste quelques complications inattendues. Des complications? Les yeux de Lucia s'écarquillèrent. Est-ce qu'il vous menace? Il la protège, dit Nico. De quoi? Des conséquences des décisions de leur fils, dis-je sèchement. Je me tournai vers Antonio. Je ne bougerai pas. Je ne quitterai pas ma boutique. Je ne deviendrai pas une femme entretenue dans une forteresse pendant que vous menez vos guerres. Je m'occuperai moi-même de cette grossesse. J'ai été seul toute ma vie. Cela ne change rien. Antonio m'a observé longuement. Puis il a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Tu as du caractère. Tant mieux. Tu en auras besoin. Il a fait signe à ses hommes. Assurez-vous qu'elles se rendent au travail en toute sécurité. Surveillez la boutique. Personne n'entre ni ne sort sans autorisation. Vous ne pouvez pas simplement poster des gardes devant ma boutique de fleurs. C'est déjà fait. Il s'est dirigé vers la porte. Nico, arrange ça. C'est toi qui as causé ce désordre. À toi de le réparer. Puis il est parti, me laissant seul avec son fils et 4 gardes de sécurité qui semblent désormais faire partie du décor. Lucia m'a attrapé le bras. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte. C'est lui le père. Et il vient de déclencher une guerre des gangs à cause de ça. Oh mon Dieu! Elle s'est effondrée sur le tabouret derrière le comptoir. Oh mon Dieu! Serena, qu'est-ce que tu vas faire? Je regardais Nico, qui m'observait avec une intensité qui me donnait la chair de poule.
Je vais faire des compositions florales parce que c'est mon travail. C'est ma vie. Et je ne laisserai personne me prendre ça. C'est exactement ce que je fis pendant les 3 semaines qui suivirent. Chaque matin, j'arrivais à mon magasin à l'aube. Chaque matin, les agents de sécurité de Nico étaient déjà là. Chaque jour, je confectionnais des bouquets et des compositions florales et j'essayais de faire comme si ma vie n'avait pas été complètement bouleversée. Et chaque soir, Nico venait, non pas pour me mettre la pression ou me faire des demandes, mais simplement pour m'aider à ranger à la fermeture. Il balayait le sol, lavait les seaux, portait les lourds sacs de terre que je ne pouvais plus soulever. Je ne le remerciais pas. Je ne l'encourageais pas. Je lui réservais le même sarcasme acéré que j'avais perfectionné au fil des années passées à traiter avec des clients difficiles. « Oh, regardez, le marié en fuite est de retour, disais-je quand il entrait. Quelle alliance avez-vous détruite aujourd'hui? Juste une, répondait-il en prenant le balai de ma main sans me demander la permission. Comment s'est passée votre journée? Mieux avant votre arrivée. Mais il continuait à venir. Et malgré moi, malgré tout, j'ai commencé à l'attendre. J'ai commencé à remarquer quand il avait 5 minutes de retard. J'ai commencé à lui garder le dernier café de la cafetière que je préparais l'après-midi, 6 semaines après le mariage annulé que je montrais. Pas beaucoup, juste assez pour que mes vêtements habituels ne m'aillent plus très bien. J'avais commencé à porter des robes amples qui cachaient de mon petit ventre, et Nico l'avait remarqué. « Tu as besoin de vêtements de maternité », m'avait-il dit un soir après la fermeture. « J'ai des vêtements. Tu as des robes 2 tailles trop grandes. Il y a une différence. Et tu es devenu un expert en mode féminine. Ma sœur vient d'avoir un bébé. Je sais à quoi ressemble une grossesse. » Il avait marqué une pause. « Laisse-moi t'emmener faire du shopping. » « Non, Serena. » J'ai dit, « Non, je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je me débrouille très bien toute seule. » Il est resté silencieux un instant, puis il a dit, « Pourquoi tu me détestes? » La question m'a prise au dépourvu. Je ne te déteste pas. Tu me regardes à peine. Tu ne me laisses t'aider en rien. Tu agis comme si j'étais une sorte de punition que tu dois endurer. Sa voix était prudente, contrôlée. Si c'est à propos du mariage, ce n'est pas à propos du mariage. Les mots sortiront plus durement que je ne le voulais. C'est à propos du fait que tu as passé une nuit avec moi, puis tu as disparu. Pas de mots, pas de numéro, rien. Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Et le même jour, je vois ton visage dans le journal parce que tu vas épouser quelqu'un d'autre. Tu sais ce que j'ai ressenti? Il s'est approché. Je t'ai cherché. Quoi? Après cette nuit-là, je suis revenu plusieurs fois à la boutique. Mais tu n'étais jamais là et je ne connaissais pas ton nom de famille. Je savais seulement que tu t'appelais Serena et que tu tenais une boutique de fleurs. Il y a 14 boutiques de fleurs dans cette ville. Je l'ai regardé fixement. Tu m'as cherché pendant des semaines, puis mon père a arrangé mon mariage avec Isabella et j'ai pensé qu'il avait arrêté. J'ai pensé que c'était peut-être mieux si je ne te retrouvais pas. Que tu méritais quelqu'un sans ma vie, sans mes complications. Alors, tu allais l'épouser. J'allais faire mon devoir, protéger ma famille, faire la paix. Il a ri, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans son rire. Puis, je suis entré dans ta boutique pour aller chercher son bouquet de mariée. Je t'ai revu et j'ai compris que je m'étais trompé. Il n'y avait pas de devoir, il n'y avait que toi. Les mots restèrent suspendus entre nous. Dehors, la pluie avait recommencé à tomber, tambourinant contre les fenêtres comme lors de cette première nuit. Tu aurais quand même pu me le dire, dis-je doucement. Hier, quand tu as vu l'échographie, tu aurais pu m'expliquer au lieu de simplement prendre des décisions. Tu m'aurais écouté? Je ne sais pas, mais j'ai le droit de choisir. Il a hoché lentement la tête. Tu as raison. Je suis désolé. Je m'attendais à beaucoup de choses. Des justifications, des explications, pas des excuses. La sécurité reste, a-t-il ajouté. Ce n'est pas négociable. Les Rousseau cherchent toujours un moyen de pression, et c'est toi. Mais pour tout le reste, combien de fois tu me vois quand je suis là, ce que je fais pour t'aider, c'est toi qui décides. C'était la première fois depuis des semaines que quelqu'un me donnait le choix. D'accord, j'ai fini par dire, d'accord, tu peux venir à la fermeture. Tu peux m'aider à ranger, mais tu ne peux pas m'acheter des choses et tu ne peux pas prendre de décision à ma place. Et si je te dis de partir, tu pars. Ce sont mes conditions.
Marché conclu. Il m'a tendu la main. Je l'ai regardé longuement. Puis je l'ai serré. Sa paume était chaude contre la mienne, calleuse d'une manière qui m'a surprise. Ce n'étaient pas les mains douces de quelqu'un qui n'avait jamais travaillé. C'étaient des mains qui connaissaient le travail, qui connaissaient la lutte. Encore une chose, ai-je dit. Quoi? Arrête de me regarder comme ça. Comment ça? Comme si j'étais quelque chose de précieux que tu as peur de casser. Je ne suis pas fragile. Je suis juste enceinte. Il y a une différence. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Le premier vrai sourire que je lui voyais faire. Notez. Ce soir-là, après son départ, je me tenais dans ma boutique et je réalisais que quelque chose avait changé. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début de quelque chose. 3 mois plus tard, j'étais enceinte de 7 mois et mes chevilles avaient disparu. Je me tenais au comptoir en préparant un bouquet pour un client lorsque Nico est entré avec une boîte. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé en la regardant avec méfiance. Une chaise? J'ai des chaises. Tu as un tabouret qui est trop bas pour ton dos? C'est une chaise ergonomique conçue pour les femmes enceintes. Il a posé la boîte. Avant que tu ne discutes, je connais déjà toutes tes objections. Oui, je t'achète quelque chose. Non, tu ne peux pas m'en empêcher. Ce n'est pas une question de contrôle. C'est parce que te voir rester debout pendant 8 heures d'affilée me donne envie de commettre un acte violent. Je clignais des yeux. C'est le pire argument de vente que j'ai jamais entendu. Ça marche? Malgré moi, je ris. D'accord, tu peux installer la chaise, mais cela ne signifie rien d'autre que tu seras plus à l'aise. Je sais. Il a commencé à la déballer. Au fait, ma sœur aimerait vous rencontrer. Pourquoi? Parce que je parle tout le temps de vous et qu'elle craint que j'ai perdu la tête. Il a levé les yeux. Elle est vraiment très sympa. Pas de pression, juste un café. Elle viendra avec son bébé. J'aurais dû refuser. J'aurais dû maintenir des limites claires. Mais après 3 mois passés à voir Nico tous les soirs et à m'habituer lentement à sa présence, mes défenses avaient fini par s'émousser. D'accord. Son visage s'est illuminé d'une manière qui m'a serré le cœur. Oui, un café, c'est tout. Un café, a-t-il ajouté après une pause. Merci. Ce week-end-là, j'ai rencontré la sœur de Nico, Gabriella, dans un café près de ma boutique. Elle était chaleureuse, drôle et complètement bouleversante, dans le bon sens du terme. Son bébé, un petit potelet de 6 mois nommé Luca, a vomi sur ma robe au bout de 5 minutes. Oh mon Dieu, je suis désolé. Gabriella a attrapé des serviettes. Ce n'est pas grave. Je travaille avec des plantes. Ce n'est même pas la pire chose qui soit arrivée à cette robe. Elle a ri et je me suis surprise à rire aussi. Et juste comme ça, je me suis fait une amie. Au cours des 2 mois suivants, Gabriella est devenue ma confidente. Celle que j'appelais quand je paniquais à l'idée d'accoucher. Celle qui m'a emmené faire du shopping pour ma grossesse malgré mes protestations. Celle qui m'a raconté des anecdotes sur Nico quand il était enfant, qui le rendaient plus humain et moins inaccessible. C'était le plus sérieux, m'a-t-elle dit un après-midi autour d'un thé. Il protégeait toujours tout le monde, essayait toujours de régler les problèmes. Papa disait qu'il était né à l'âge mûr. Il est très, j'ai cherché le mot, intense. C'est une façon de le dire. Elle a souri. Il est aussi amoureux de toi depuis cette première nuit. Il est juste incapable de le montrer. Il me connaît à peine. Il en sait assez. Elle a tendu la main par-dessus la table et m'a pris la main. Je sais que toute cette situation est compliquée. Je sais que tu n'as pas choisi cela, mais Nico ne fait jamais les choses à moitié. S'il s'engage envers toi et ce bébé, c'est pour la vie. Je voulais la croire. Mais la confiance ne venait pas facilement. Pas quand j'avais passé la majeure partie de ma vie seule. À 8 mois et demi de grossesse, j'étais malheureuse. Rien ne m'allait. J'avais mal au dos. Mes pieds étaient enflés. Et j'étais tellement fatiguée d'être enceinte que j'avais envie de pleurer. Nico est arrivé à l'heure de la fermeture, comme d'habitude. Mais cette fois, il a apporté à manger. Taille, a-t-il dit en posant des boîtes sur le comptoir. Le bon endroit, des rouleaux de printemps en plus, parce que je sais que tu en as envie. Comment Gabriella me l'a-t-elle dit? Il a commencé à ouvrir les boîtes. Mange. J'étais trop fatigué pour discuter. Nous avons mangé dans un silence confortable. Et quand je n'ai pas pu atteindre mes pieds pour délasser mes chaussures, il s'est agenouillé et l'a fait pour moi sans un mot. Tu n'es pas obligé. Je sais que je le veux. Ce soir-là, alors qu'il m'aidait à fermer, je lui ai posé la question qui me pesait depuis des semaines. Que se passera-t-il après la naissance du bébé? Il a arrêté de balayer. Que veux-tu dire? Je veux dire, tu es là tous les jours depuis 8 mois.
Tu as prouvé ton engagement. Mais que se passera-t-il quand le bébé sera là? Quand ce ne sera plus seulement théorique? Il a posé le balai et s'est placé devant moi. Je serai toujours là, tous les jours, toutes les nuits, pour tout ce dont tu auras besoin. Et ta famille, les Rousseau, tout ça, c'est réglé. Sa voix était ferme. Les Rousseau ont retiré leur demande il y a 2 mois. Mon père a négocié une nouvelle alliance. C'est fait, comme ça. Pas comme ça. Ça a demandé du travail, mais oui, c'est fait. Il a marqué une pause. Toi et ce bébé, vous êtes ma priorité. Tout le reste passe après. Je levai les yeux vers cet homme qui s'était présenté tous les jours pendant 8 mois, qui n'avait rien demandé d'autre que la chance d'être présent, et je sentis quelque chose se briser dans ma poitrine. D'accord, murmurai-je. D'accord, je te crois. Le soulagement sur son visage était si profond qu'il me serra la gorge. Il leva la main comme s'il allait toucher mon visage, puis s'arrêta, incertain. Je réduisis moi-même la distance, me penchant vers sa paume. Serena, a-t-il murmuré. Ne parle pas, ai-je dit. Reste simplement là. C'est ce qu'il a fait. Une semaine plus tard, j'ai commencé le travail à 3 heures du matin, seul dans mon appartement au-dessus du magasin. J'ai appelé Nico et il est arrivé en 7 minutes, enfreignant toutes les règles de circulation de la ville. Je suis là, m'a-t-il dit en m'aidant à descendre les escaliers. Tout va bien se passer. Nous, ai-je haleté entre 2 contractions. Nous, a-t-il confirmé. Toi et Babysitter et ce bébé, nous formons une équipe maintenant. Et tandis que nous roulions dans les rues désertes vers l'hôpital, sa main tenant la mienne, j'ai réalisé qu'il avait raison. Quelque part entre cette première nuit et cet instant, entre la colère et le pardon, entre la peur et la confiance, nous étions devenus quelque chose. Pas un couple, pas encore, mais un début. La chambre d'hôpital était trop blanche, trop stérile, trop lumineuse pour 3 heures du matin. Je m'agrippais à la barrière du lit pendant une autre contraction, respirant comme l'infirmière m'avait appris lors du cours d'accouchement auquel j'avais assisté seul 3 semaines auparavant. Nico se tenait à côté de moi, la main sur mon dos, une pression constante qui m'aidait d'une certaine manière. « Tu t'en sors très bien, » murmura-t-il. « Ne me prends pas de haut, haletai-je. Tu n'as aucune idée. » Les mots s'interrompirent lorsqu'une autre vague me submergea. Quand elle passa, je m'affaissais contre les oreillers, mes cheveux collaient à mon front. J'étais en travail depuis 6 heures et le médecin disait qu'il me restait encore du chemin à parcourir. « Je devrais appeler Gabriella » a dit Nico en sortant son téléphone. « Il est 3 heures du matin. » Elle m'a fait promettre. Il était déjà en train de composer le numéro. Un instant plus tard, « Ella, c'est l'heure. Oui, nous sommes à la maternité du Mercy General, salle 304. » Une pause. Elle se débrouille très bien. Têtue comme une mule, mais très bien. J'aurais voulu protester, mais une autre contraction a commencé, me coupant le souffle. Gabriella est arrivée 40 minutes plus tard avec du café pour Nico et des glaçons pour moi, son bébé avec une babysitter et son mari en route pour aller chercher mes amis afin que je ne sois pas seul. « Tu as appelé Lucia ?» ai-je demandé entre 2 contractions. « Bien sûr que oui. Tu crois qu'on te laisserait faire ça toute seule? » Gabriella m'a serré la main. « C'est ta famille maintenant. Ça veut dire qu'on est là pour toi. » À 6 heures du matin, ma petite chambre d'hôpital était pleine. Lucia, Sophia et Marie étaient toutes arrivées, l'air épuisé, mais déterminé. Gabriella s'était chargée de gérer tout le monde, en voyant les gens chercher à manger, du café ou se promener quand la chambre devenait trop encombrée. Nico n'a jamais quitté mon chevet. À la 9e heure, alors que j'étais prête à abandonner, que la douleur était si intense que je ne pouvais plus penser clairement, il s'est penché vers moi et m'a murmuré. « Souviens-toi de ce que tu as dit le premier jour, que tu n'étais pas fragile. Tu avais raison. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu peux y arriver. Je ne peux pas. Toi, tu peux. Tu vas y arriver. Et je suis là. » Matteo Valente est né à 7h20 Trousse un mardi de fin décembre, en hurlant assez fort pour réveiller tout l'étage. L'infirmière l'a posé sur ma poitrine. Ce petit être parfait, avec une touffe de cheveux noirs et le plus beau visage que j'avais jamais vu. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus penser, je ne pouvais que regarder ce miracle que nous avions créé. La main de Nico tremblait lorsqu'il a tendu le bras pour toucher la tête de notre fils. « Il est parfait. Vraiment, ai-je murmuré,
les larmes coulant sur mon visage. Il l'est vraiment. Les heures suivantes se sont écoulées dans un brouillard, entre les tests, les mesures et les visiteurs. Antonio est apparu brièvement, a jeté un coup d'œil à son petit-fils, puis a dû sortir dans le couloir parce que ses yeux s'étaient étrangement embués. Gabriella a pleuré. Mes amis ont pleuré. Même la voix de Nico s'est brisée lorsqu'il a tenu Matteo pour la première fois. Mais finalement, tout le monde est parti. La pièce est devenue silencieuse et nous nous sommes retrouvés tous les trois. J'ai regardé Nico faire les 100 pas avec Matteo, cet homme puissant réduit à un gentil géant par un nouveau-né de 3 kilos. Il fredonnait quelque chose en italien, une vieille mélodie familière, probablement une berceuse que sa propre mère lui avait chantée. « Tu es doué pour ça », ai-je dit doucement. Il a levé les yeux, l'air surpris. « Pourquoi? » »« Pour être père, je n'ai encore rien fait. Tu es venu tous les jours pendant 9 mois. C'est plus que ce que font la plupart des gens dans toute leur vie. » Il est venu s'asseoir sur le bord de mon lit, Matteo endormi dans ses bras. J'étais sincère quand je t'ai dit ça la veille de sa naissance. Toi et lui, vous êtes ma priorité. Tout le reste passe après. Et ton entreprise familiale? Je prends du recul. Je laisse mon père s'en occuper davantage. Je promeus des personnes en qui j'ai confiance. Il a baissé les yeux vers Matteo. Je veux être présent pour ça, pour lui, pour toi, sans partager mon temps entre ce que je dois faire et ce que je veux faire. Les mots sont restés suspendus entre nous. J'ai attendu, sans être tout à fait prête à en examiner la signification. Nous devrions probablement discuter, ai-je dit, de la suite des événements. Que veux-tu qu'il se passe? C'était la première fois qu'il me demandait mon avis au lieu de décider. La première fois qu'il me donnait le contrôle total. J'ai arrêté d'essayer de trouver les mots. Je veux y aller doucement. Je veux comprendre comment être parent avant de comprendre comment être autre chose. Je veux que Matteo ait un père présent et impliqué, pas une figure distante qui se montre pour les anniversaires et Noël. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Ses yeux gris étaient fixés sur les miens. Quel que soit le temps dont tu as besoin, quelles que soient les limites qui te mettent à l'aise, je ne vais nulle part. Les semaines suivantes ont prouvé qu'il était sincère. J'ai réemménagé dans mon appartement au-dessus du magasin et Nico a loué l'appartement voisin. Il était là pour chaque tété à 2 heures du matin, chaque changement de couche, chaque crise de larmes. Il a appris à émailloter, à faire roter et à apaiser mieux que moi. Tu as un don, a observé Gabriella un après-midi en le regardant bercer Matteo pendant que je pouvais enfin manger un repas à 2 mains. Je suis terrifié, a-t-il admis, à chaque seconde. Mais il a aussi regardé notre fils endormi. C'est aussi le plus heureux que j'ai jamais été. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Ce petit être avait complètement envahi nos vies. Ma boutique de fleurs fonctionnait à horaire réduit. Nico gérait l'entreprise familiale depuis mon salon plutôt que depuis son bureau en centre-ville. Notre monde entier s'était réduit à ce petit espace. Ces nuits blanches, ce nouveau rythme que nous trouvions ensemble. 6 semaines après l'accouchement, je me tenais debout dans ma boutique, essayant de faire un simple arrangement floral, quand la fatigue m'a finalement rattrapé. Mes mains tremblaient, mes yeux me brûlaient. Je ne me souvenais plus si j'avais déjeuné. Bon, ça suffit. Lucia m'a pris les ciseaux des mains. Monte. Fais une sieste. Je m'en occupe. Je ne peux pas. Tu peux et tu vas le faire. Nico est là-haut avec Matteo. Ils vont bien. Tu as besoin de dormir. Je me suis traîné jusqu'à l'étage et j'ai trouvé Nico sur le canapé. Matteo dormait sur sa poitrine. Ils respiraient tous les deux au même rythme. Cette vision m'a fait mal au cœur d'une manière que je ne peux pas décrire. « Salut », dit-il doucement. « Ça va? Tu es fatigué? » Je m'affalais à l'autre bout du canapé, tellement fatigué que je ne sais même plus quel jour on est. « On est jeudi. Tu as dormi 3 heures au total cette nuit. » Je les avais comptés. « Stalker, père attentionné de ton enfant. » Il bougea avec précaution pour ne pas réveiller Matteo. « À quand remonte ta dernière nuit complète? » Au cours de mon 2e trimestre, je crois. Je voyais la décision se former dans ses yeux. Ce soir, je prends le relais. Je m'occupe de tout. Tu vas dormir chez moi et je reste ici avec lui. Tu ne peux pas. Je peux. Je le ferai. Ce n'est pas négociable, Serena. Tu es à bout de force et ça ne peut pas durer. Je voulais discuter, insister sur le fait que je pouvais m'en occuper. Mais la vérité, c'est ce que je ne pouvais pas. Pas toute seule.
et il m'offrait quelque chose que je n'avais pas eu depuis 6 semaines, du repos. D'accord, ai-je murmuré. Cette nuit-là, j'ai dormi 11 heures d'affilée dans l'appartement de Nico, juste à côté. À mon réveil, la lumière du soleil filtrait à travers des fenêtres inconnues et je me sentais humaine pour la première fois depuis des semaines. J'ai trouvé Nico et Matteo dans mon appartement, tous deux épuisés mais vivants. Comment ça s'est passé? Ai-je demandé en prenant Matteo dans ses bras. Horrible. Incroyable. Je ne sais pas comment tu as fait pour t'en sortir presque toute seule. Il a passé la main dans ses cheveux ébouriffés, mais je l'ai aussi nourri 2 fois, changé 4 fois, et j'ai reçu plus de régurgitation que je ne l'aurais cru possible. Du coup, on a créé des liens. J'ai ri, ce son me semblait étrange après des semaines de stress. Tu es dans un état pitoyable. Je suis papa, a-t-il répondu en souriant. Il y a une différence. 3 mois après la naissance de Matteo, la famille Russo a déménagé. Je fermais la boutique lorsque 2 hommes que je ne connaissais pas sont entrés. Ce n'étaient ni des clients, ni des fournisseurs. Leur façon de se déplacer, de se positionner, de bloquer la porte, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Serena Blackwell. Le plus grand a souri, mais ses yeux sont restés impassibles. Nous sommes fermés. Nous ne sommes pas là pour acheter des fleurs. Il a sorti un téléphone et m'a montré une photo. Elle avait été prise de l'autre côté de la rue. Moi portant Matteo dans la boutique ce matin. Joli bébé. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. De la glace a envahi mes veines. Ma main s'est instinctivement dirigée vers le bouton d'alarme que Nico avait installé sous le comptoir 3 mois auparavant. Celui que je trouvais exagéré. Je l'ai appuyé. Que voulez-vous? J'ai gardé une voix calme, même si mon cœur battait à toute rompre. Un message pour Valentin. Dites-lui que les Rousseau n'oublient pas. Dites-lui qu'il y a des conséquences quand on ne tient pas ses promesses. L'homme s'est approché. Dites-lui que son fils est... La porte a explosé vers l'intérieur. Nico s'est déplacé comme la violence incarnée. Une fureur contrôlée et des gestes précis. Les 2 hommes n'avaient aucune chance. Et quelques secondes, ils étaient à terre. L'équipe de sécurité de Nico a envahi la pièce derrière lui. Il est venu directement vers moi, les mains sur mon visage, vérifiant que je n'étais pas blessé. « Tu es blessé? Ils t'ont touché? » « Non, je vais bien. » « Mais ils ont menacé Matteo. » Ma voix s'est brisée. Son expression est devenue froide, plus froide que je ne l'avais jamais vue. Il s'est tourné vers les hommes qui étaient maintenant maîtrisés par son équipe. « Emmenez-les. Je veux tout savoir. Qui les a envoyés? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Tout. » Puis il m'a serré contre lui et je me suis laissé aller à trembler. « C'est pour ça, a-t-il dit doucement, avec férocité. C'est pour ça que j'ai insisté pour avoir une sécurité. Que je voulais que tu sois dans un endroit plus sûr, parce que mon monde te touche maintenant. Il touche notre fils, et je brûlerai tous ceux qui te menacent. » Je me suis reculé pour le regarder. Ils ont dit, « Les Rousseau n'oublient pas. Laisse-moi m'en occuper. » Non. J'ai agrippé sa chemise. Plus de secrets, plus de choses réglées sans m'en parler. Si nous faisons cela, si nous élevons Matteo dans ton monde, alors j'ai besoin de tout savoir. Il a étudié mon visage pendant un long moment. Puis il a hoché la tête. « D'accord, viens. » Il m'a emmené à une réunion à laquelle je n'étais pas censé assister. Le bureau de son père en centre-ville. Toute la famille Valente était assise autour d'une table de conférence. Antonio en tête, Nico à sa droite, et moi tenant Matteo à l'arrière de la pièce, d'où je pouvais voir et entendre. Antonio a exposé la situation, les tentatives des Rousseau pour nuire à leurs affaires, les menaces contre les membres de la famille, la tension croissante qui menaçait de dégénérer en une guerre totale. « Nous devons réagir », a déclaré l'un des cousins de Nico. « Montrons-leur que nous ne nous laisserons pas intimider. Nous devons être intelligents, Antonio, pas réactionnaires. Ils ont menacé mon fils. » La voix de Nico était calme, mais meurtrière. « Je ne peux pas ignorer cela. Et tu ne le feras pas, mais nous réagissons avec stratégie, pas avec émotion. » Je regardais Nico lutter avec cela. Je le regardais se débattre entre la partie de lui qui voulait du sang et celle qui voulait la paix. Puis il me regarda Matteo qui dormait dans mes bras, et quelque chose changea dans son expression. « Je veux que cela cesse, » dit-il d'un ton définitif. « Plus de menaces, plus de jeux, peu importe ce que cela coûtera. » Antonio a acquiescé lentement.
Nous allons alors négocier une dernière fois, mais en position de force. Sans suivre 2 semaines de réunions tendues, de médiateurs, d'avocats, de vieux amis de la famille faisant appel à leurs relations. Je n'ai pas participé à la plupart des discussions, mais Nico m'a briefé chaque soir, me tenant informé de chaque développement. Finalement, un accord a été conclu. Des concessions financières de part et d'autre, des territoires partagés dans des zones neutres, et surtout, un accord complet et total au stipulant que les familles étaient hors limite. Plus de menaces, plus de ciblage des enfants ou des conjoints. Le soir où les papiers ont été signés, Nico est venu à mon appartement, l'air épuisé, mais soulagé. C'est fait, a-t-il dit en s'effondrant sur mon canapé. Vraiment fait cette fois? Je me suis assise à côté de lui, Matteo endormi dans son berceau à côté. Comment te sens-tu? Comme si je pouvais enfin respirer. Il s'est tourné vers moi. Comme si nous pouvions enfin mener une vie normale, ou aussi normale que possible. À quoi ressemble une vie normale pour nous? C'était la question que j'évitais depuis des mois. Le sujet que nous tournions en rond depuis la naissance de Matteo. Il a pris ma main et a tracé des cercles sur ma paume avec son pouce. Je ne sais pas, mais j'aimerais le découvrir si tu es d'accord. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Prêt à quoi? À essayer de voir si cela, il a fait un geste entre nous deux, pourrait être plus qu'une simple coparentalité, plus qu'une simple commodité. Et si ça ne marche pas, alors nous trouverons une solution ensemble, en équipe, comme nous l'avons toujours fait. Il a fait une pause. Mais je pense que ça pourrait marcher. Je pense que nous pourrions former un couple formidable si tu nous donnais une chance. Je regardais cet homme qui s'était présenté chaque jour pendant 10 mois, qui avait prouvé son engagement à maintes reprises, qui avait négocié la paix avec ses ennemis pour que notre fils puisse grandir en sécurité. D'accord, dis-je doucement. D'accord, essayons. Voyons ce que cela peut donner. Son sourire était comme un lever de soleil, lent, chaleureux et plein de promesses. Il se pencha vers moi, me laissant le temps de m'éloigner. Et comme je ne le faisais pas, ses lèvres ont rencontré les miennes dans un baiser qui n'avait rien à voir avec celui de la première nuit. Celui-là était passionné, urgent et désespéré. Celui-ci était tendre, patient, plein de toutes les choses que nous n'avions pas encore dites, mais que nous ressentions tous les deux. Lorsque nous nous sommes séparés, Matteo a choisi ce moment pour se réveiller en pleurant. Nous avons ri tous les deux. Le moment était brisé, mais pas gâché, et Nico est allé chercher notre fils pendant que je le regardais et que je réalisais quelque chose. Je tombais amoureuse de lui. Pas de la version de cette première nuit. Pas du puissant héritier de la mafia ou de l'homme qui avait annulé un mariage. De cette version, celle qui changeait les couches à 3 heures du matin, qui avait appris à préparer les biberons, qui chantait des berceuses italiennes, lisait des livres sur l'éducation des enfants et posait des questions au lieu de faire des suppositions. Cette version, je pouvais l'aimer. C'était cette version que j'aimais. 6 mois après la naissance de Matteo, ma boutique de fleurs prospérait comme je ne l'aurais jamais imaginé. Les mesures de sécurité sur lesquelles Nico avait insisté. Les caméras, les portes renforcées, les boutons d'alarme avaient d'abord semblé excessifs. Maintenant, ils faisaient une partie du décor. Aussi familiers que les réfrigérateurs et les tables de découpe, Matteo dormait dans un berceau derrière le comptoir pendant que je travaillais. Une installation qui horrifiait certains clients et en charmait d'autres. J'avais appris à faire des compositions d'une seule main pour apaiser un bébé qui pleurait tout en expliquant les variétés de roses aux clients, à exister dans 2 mondes à la fois. Il grandit tellement vite, observait Madame Chen lors de sa visite hebdomadaire, en regardant Matteo avec cette énergie de grand-mère qui me serrait le cœur. Mes propres parents étaient morts quand j'avais 20 ans, et j'étais seul depuis. Mais petit à petit, ce quartier, ses clients, la famille de Nico, tout cela était devenu mien. 6 mois la semaine prochaine, dis-je en coupant du gypsophile pour sa composition. Il essaie déjà de ramper. Et son père, comment ça se passe? Je souris malgré moi. Compliqué, mais bien. Compliqué n'était pas suffisant pour décrire la situation. Nico et moi étions ce que nous étions depuis 4 mois maintenant. Pas tout à fait un couple, pas tout à fait juste coparents. Quelque chose entre les deux qui n'avait pas de définition claire, mais qui semblait juste quand même. Il vivait toujours à côté. Il venait toujours tous les soirs pour m'aider avec Matteo. Mais maintenant, il restait aussi parfois pour dîner.
Il m'apportait mon café le matin, comme je l'aimais. Il laissait des notes sur mon comptoir quand il devait partir en voyage d'affaires. De retour demain. Vous me manquez tous les deux. Vous avez toujours fait battre mon cœur. Nous n'avions pas couché ensemble depuis cette première nuit. Nous nous étions embrassés quelques fois. Des baisers doux, hésitants, prometteurs, mais sans jamais aller plus loin. C'était comme si nous avions tous les deux peur de précipiter les choses et de briser ce que nous avions construit. Prends ton temps, m'avait conseillé Gabriella lors d'un de nos rendez-vous hebdomadaires autour d'un café. Vous êtes en train de construire des bases solides. C'est plus important que tout le reste. Mais parfois, tard le soir, quand Matteo dormait et que j'entendais Nico bouger dans son appartement à travers les murs fins, je me demandais ce que nous attendions. La réponse à cette question m'est venue un mercredi au début de l'été. Je fermais boutique lorsque Nico est entré, les bras chargés de plats à importer provenant du restaurant thaïlandais, l'air troublé. Qu'est-ce qui ne va pas? Lui ai-je immédiatement demandé. Il faut qu'on parle. Ces 4 mots n'annonçaient jamais rien de bon. J'ai verrouillé la porte, retourné l'enseigne et l'ai suivi à l'étage où Matteo faisait la sieste dans son berceau. Mon père veut prendre sa retraite, m'a dit Nico en posant les plats sur le comptoir sans les ouvrir. Il aura 70 ans le mois prochain, et il en a assez. Il veut partir. C'est une bonne chose, non? Il l'a mérité. Cela signifie que je vais reprendre l'entreprise familiale, dans son intégralité. Il a passé la main dans ses cheveux, un signe qui, d'après mon expérience, signifiait qu'il était stressé. Cela signifie plus de responsabilités, plus de temps loin de chez moi, plus de danger. D'accord, je me suis appuyé contre le comptoir, essayant de digérer tout cela. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Je ne sais pas. C'est ce que je dois déterminer. Il s'est rapproché parce que je veux cela. Je veux que nous formions une vraie famille, mais je dois aussi être réaliste quant à ma vie, à ce que je peux offrir. Que veux-tu dire? Je veux dire que Matteo et toi devriez peut-être déménager dans un endroit plus sûr, loin de tout cela. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Tu veux qu'on parte? Je veux que tu sois en sécurité. Il y a une différence. Non. J'ai secoué la tête. Non, tu n'as pas à décider ça. Tu ne peux pas nous repousser parce que tu penses que c'est mieux pour nous. Serena, j'ai été seul toute ma vie, Nico. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 20 ans. Je n'avais personne, pas de famille, pas de soutien. Et puis tu es arrivé et ma voix s'est brisée. Tu m'as fait croire que je pouvais avoir plus, que Matteo pouvait avoir plus. Tu ne peux pas nous enlever ça maintenant parce que les choses se compliquent. J'essaie de te protéger. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin d'un partenaire. J'ai besoin de quelqu'un qui me parle au lieu de prendre des décisions à ma place. Je me suis approché de lui, le forçant à me regarder. Tu veux savoir ce dont j'ai besoin? J'ai besoin que tu restes. J'ai besoin que tu te battes pour ça au lieu de t'enfuir. Je n'ai jamais fui quoi que ce soit dans ma vie, alors ne commence pas maintenant. Nous nous tenions là, à quelques centimètres l'un de l'autre, respirant tous les deux difficilement. Puis il m'a embrassé, pas doucement, pas timidement. C'était toute la frustration, la peur et le désir qui s'étaient accumulés pendant des mois, libérés en un instant. Je l'ai embrassé avec la même fougue, mes mains agrippant son T-shirt pour le rapprocher de moi. Il m'a soulevé pour m'asseoir sur le comptoir, s'est placé entre mes jambes, et je me suis enroulé autour de lui comme si je pouvais l'ancrer ici, le forcer à rester. Quand nous nous sommes enfin séparés, haletant tous les deux, son front reposait contre le mien. Je ne fuis pas, a-t-il dit doucement. J'ai peur. C'est différent. De quoi? De te décevoir? De le décevoir? Sa main s'est déplacée pour me caresser le visage. Que tu réalises que je ne vaux pas le risque. Tu es idiote, ai-je dit. Mais je ne lui en voulais pas. Tu as prouvé ta valeur chaque jour pendant 11 mois. Comment peux-tu encore ne pas t'en rendre compte? Parce que je viens d'un monde qui détruit les belles choses, et toi et Matteo, vous êtes les plus belles choses de ma vie. Son pouce a tracé le contour de ma pommette. Je ne veux pas être celui qui te détruit. Tu ne le seras pas. Pas si nous faisons cela ensemble. Il a étudié mon visage pendant un long moment, comme s'il voulait le mémoriser. Puis, il m'a embrassé à nouveau, plus lentement cette fois, plus tendrement, et j'ai senti quelque chose changer entre nous. Une décision était prise, un avenir était choisi. Quand Matteo s'est réveillé en pleurant, nous nous sommes séparés, tous deux souriants,
Et Nico est allé chercher notre fils pendant que j'ouvrais enfin les boîtes de plats à emporter. Alors, lui ai-je dit alors qu'il s'installait sur le canapé avec Matteo, quel est le plan? Je reprends de l'entreprise, mais je délègue davantage, j'embauche des personnes en qui j'ai confiance, je crée des frontières entre le travail et la famille. Il m'a regardé et toi et Matteo restez ici avec moi, en famille. Définis la famille, comme tu veux la définir. Je ne te pousse pas à te marier, a-t-il ajouté, à moins que tu ne le souhaites, auquel cas nous pouvons en discuter. J'ai pensé à son mariage annulé, à la façon dont il m'avait choisi plutôt que son devoir il y a 11 mois, à toutes les soirées depuis lors, à chaque couche changée, à chaque tété à 3 heures du matin, à chaque moment où il avait choisi d'être présent. Je n'ai pas besoin d'un mariage, et je dis prudemment, mais j'ai besoin d'un engagement. J'ai besoin de savoir que tu t'investis à fond. Je m'investis à fond depuis le moment où j'ai vu ses échographies. Ses yeux gris étaient fixés sur les miens. Toi et lui, et lui, vous êtes tout. Tout le reste n'est que détail. Au cours du mois suivant, Nico a pris ses nouvelles fonctions à la tête de la famille Valente. Je l'ai vu gérer les luttes de pouvoir et les vieilles rancunes. Je l'ai vu prendre des décisions difficiles avec une élégance que je ne lui connaissais pas. Et chaque soir, sans faute, il rentrait à la maison. Comment s'est passée ta journée? Est devenu notre rituel. Il me posait des questions sur la boutique, les clients et les commandes de fleurs, ainsi que sur les derniers développements concernant Matteo. Je lui posais des questions vagues sur l'entreprise, ce qui lui permettait de partager ce qu'il pouvait sans m'accabler de détails dont je n'avais pas besoin. C'est comme si vous étiez mariés, a observé Gabriella un après-midi, en nous regardant, Nico et moi, nous affairer dans ma petite cuisine en parfaite harmonie, préparer le dîner pendant que Matteo jouait sur une couverture à côté. Sauf qu'il n'y a pas de papiers officiels. Nous prenons notre temps, ai-je répondu. Mais même moi, je pouvais entendre à quel point cela semblait peu convaincant. Cela fait presque 1 an que vous prenez votre temps. À un certain moment, ça devient juste une façon de gagner du temps. Je n'avais pas de réponse à cela. Ce soir-là, après que Matteo se soit endormi et que Nico se soit préparé à rentrer chez lui, je lui ai pris la main. Reste, lui ai-je dit. Il s'est figé. Reste ici cette nuit. Non. J'ai senti mon visage s'échauffer. Pas pour quoi que ce soit. Juste pour dormir ensemble. J'en ai marre que tu sois à côté. Un lent sourire s'est dessiné sur son visage. Oui, oui, il laisse rester. Nous nous sommes allongés dans mon petit lit, le berceau de Matteo à portée de main, et avons parlé de choses sans importance jusqu'à ce que nous nous endormions tous les deux, tout habillés et enlacés. Quand je me suis réveillé à 2 heures du matin pour nourrir Matteo, Nico était déjà debout, en train de réchauffer un biberon, suivant la routine que nous avions perfectionnée au fil des mois. Rendors-toi, murmura-t-il. Je m'en occupe. Je le regardais s'installer dans le fauteuil à bascule avec notre fils, observais la tendresse sur son visage tandis qu'il nourrissait Matteo, et sentis mon cœur se gonfler d'une manière presque douloureuse. C'était ça, ce que je voulais. Pas de grands gestes, ni de déclarations dramatiques, juste ce partenariat tranquille, ce choix quotidien de l'autre. Quand Matteo a eu 1 an, nous avons organisé une fête dans ma boutique. Gabriella avait décoré les lieux avec des ballons et des banderoles. Mes amis avaient préparé à manger. Antonio était venu avec un cadeau ridiculement cher que Matteo était trop jeune pour apprécier, mais cela a rendu les yeux du vieil homme étrangement humides. Nico et moi sommes restés debout à regarder notre fils détruire son premier gâteau d'anniversaire, mettre du glaçage partout et rire de joie. « Il est parfait », a dit Nico doucement. « C'est vrai, nous devrions en avoir un autre. » Je me suis étouffé avec mon punch. « Quoi ?» Il a souri, appréciant clairement ma réaction. « Pas tout de suite, mais un jour. Il devrait avoir des frères et sœurs. Tu présumes beaucoup, ai-je dit, mais je souriais. Ai-je tort? » J'ai regardé cet homme qui était devenu mon partenaire à tous les égards, et j'ai réalisé qu'il n'avait pas tort. « Non, ai-je admis. Tu n'as pas tort. » Sa main trouva la mienne, ses doigts s'entrelacèrent aux miens. « Bien. » Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que Matteo se soit endormi, épuisé par sa fête, Nico sortit quelque chose de sa poche, une petite boîte. « Avant que tu ne paniques, dit-il rapidement, ce n'est pas ce que tu penses. Ou peut-être que si. Je ne sais pas. Je suis nul pour ça. » Je fixai la boîte, le cœur battant à tout rompre.
Je sais que nous avions décidé d'y aller doucement. Je sais que nous avions convenu de ne pas nous précipiter. Mais Serena, il ouvrit la boîte, révélant non pas une bague, mais une clé. Emménage avec moi. Tu habites juste à côté. J'ai acheté une maison, 3 chambres, un jardin, de la place pour que Matteo puisse jouer, de la place pour... Il s'interrompit, s'éclaircit la gorge. De la place pour plus si nous décidons que c'est ce que nous voulons. Je ne te demande pas de m'épouser. Pas encore. Mais je te demande de construire une vie avec moi. Une vraie vie, pas 2 appartements et des limites prudentes. Quelque chose de plus. J'ai pris la clé dans la boîte, sentant son poids dans ma paume. Quand as-tu acheté une maison? Il y a 3 mois. Je l'ai rénovée. Gabriella m'a aidé. Il avait de l'air presque nerveux. Une expression que je voyais rarement chez lui. Si tu ne l'aimes pas, nous trouverons autre chose. Mais je pensais que j'espérais. Je l'ai embrassé, interrompant son bavardage. Quand je me suis reculé, je souriais. Montre-moi. La maison était parfaite. Pas trop grande, pas ostentatoire. Juste une belle maison de style artisanal dans un quartier calme avec de bonnes écoles et un jardin où Matteo pourrait apprendre à marcher. La chambre principale a une salle de bain attenante, disait Nico, me guidant à travers les pièces où je pouvais déjà imaginer notre vie. Et cette pièce pourrait être celle de Matteo. La 3e chambre pourrait être une nurserie ou un bureau ou tout ce que tu veux. Je lui ai attrapé la main, l'arrêtant. C'est parfait. Oui, oui. Je me suis approché et je ne veux pas attendre. Attendre quoi? J'ai pris une inspiration, rassemblant de mon courage. Pour ça, pour nous. Ça fait plus d'1 an qu'on tourne autour du pot. Mais je t'aime, Nico. Je suis amoureuse de toi. Ça fait des mois et je ne veux plus faire semblant qu'on est juste des coparents ou des amis, ou peu importe comment on appelle ça. Son expression a changé, s'adoucissant d'une manière qui m'a fait mal au cœur. Répète ça. Je t'aime. Il m'embrassa comme s'il avait attendu toute sa vie pour entendre ces mots. Comme si je lui avais donné quelque chose de précieux qu'il n'aurait jamais espéré avoir. Quand nous avons enfin repris notre souffle, il a dit « Je t'aime aussi, tellement que ça me terrifie. » Bien, nous pouvons être terrifiés ensemble. Nous avons emménagé dans la maison 2 semaines plus tard. Gabriella a tout organisé, donnant des ordres aux déménageurs pendant que Matteo faisait la sieste dans sa nouvelle chambre. Et j'ai essayé de ne pas pleurer en voyant à quel point ma vie avait changé rapidement. « Ça va? » m'a demandé Nico en me trouvant debout au milieu de notre nouveau salon, entouré de cartons. « Oui, c'est juste que c'est réel maintenant. » « Est-ce que c'est grave? » « Non, c'est parfait. C'est tout ce que je ne savais pas que je voulais. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour pour la première fois depuis cette tempête il y a plus d'1 an. Cette fois, c'était différent. Pas désespéré ni urgent, lent et tendre, et rempli de tout ce que nous avions appris l'un sur l'autre au cours des mois qui s'étaient écoulés. Après, allongé enlacé dans notre lit, dans notre maison, avec Matteo qui dormait au bout du couloir, Nico m'a dit « Épouse-moi ». Je me suis redressé sur un coude pour le regarder. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je sais, mais je te le demande quand même. Épouse-moi, Serena. Officialise notre relation. Laisse-moi passer le reste de ma vie à te montrer à quel point je suis engagé. Tu me le montres depuis plus d'1 an. Alors, laisse-moi continuer à te le montrer avec une bague, une cérémonie et les papiers qui rendront notre union légale. Il a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Je veux que tu sois ma femme. Je veux que Matteo grandisse en voyant à quoi ressemble un vrai partenariat. Je veux avoir d'autres enfants avec toi. Je veux tout. J'ai repensé à cette première nuit, à l'échographie que j'avais déchirée, à toutes les soirées où il était venu me voir à ma boutique, à toutes les couches qu'il avait changées, à tous les moments où il nous avait choisis. Oui, ai-je dit. Oui, oui, je t'épouserai à une condition. Tout ce que tu veux. On fera ça à notre façon. Pas de grand mariage, pas de spectacle familial. Juste nous et les personnes qui comptent. Il a souri, ce sourire lent et chaleureux dont j'étais tombée amoureuse. Marché conclu. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard dans le jardin derrière notre maison. Une petite cérémonie, en famille et entre amis proches. Matteo trottinait entre nous dans un petit costume, portant nos alliances sur un coussin en satin avec l'aide de Gabriella. Au moment des vœux, Nico a sorti les morceaux de l'échographie que j'avais déchirés plus d'1 an auparavant.
Ils avaient été conservés dans de la résine et placés dans un cadre en or. Tu as déchiré ça, pensant que je choisirais quelqu'un d'autre, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Mais cet après-midi-là, debout dans ta boutique entourée de fleurs, j'ai trouvé la seule chose qui comptait. Toi, lui, nous. Je pleurais. Tout le monde pleurait. Même Antonio a dû détourner le regard. Je te choisis, a poursuivi Nico. Je t'ai choisi à l'époque et je te choisis aujourd'hui. Et je te choisirai chaque jour pour le reste de notre vie. Mes propres vœux étaient simples. Tu étais là chaque jour. Tu étais là et tu m'as appris que l'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est une action, c'est un choix, c'est un partenariat. Je t'aime, Nico Valente, et je promets de continuer à être là, moi aussi. Quand nous nous sommes embrassés, Matteo a applaudi de ses petites mains potelées et tout le monde a ri à travers ses larmes. La réception était simple. De la nourriture, de la musique et de la danse dans notre jardin, sous des guirlandes lumineuses. À un moment donné, je me suis retrouvé debout avec Gabriella, à regarder Nico danser avec Matteo. Tous deux riaient. Tu as bien fait, m'a-t-elle dit. Nous avons bien fait tous les deux. J'ai souri. Nous avons tous bien fait. Il est différent maintenant. Plus doux, plus heureux. Elle m'a serré la main. Merci de lui avoir donné ça. De nous avoir donné ça à tous. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que Matteo se soit enfin endormi, Nico et moi sommes restés debout dans notre chambre, toujours vêtus de nos tenues de mariage. Il m'a alors dit, « On l'a fait, on l'a fait. Des regrets? » J'ai repensé à notre parcours, à la peur et à l'incertitude, à la confiance qui s'était lentement construite, au choix de rester alors qu'il aurait été plus facile de partir. Pas un seul. Il m'a embrassé et j'ai goûté à la promesse et à l'éternité. Et j'ai su que quoi qu'il arrive ensuite, quels que soient les défis, les joies ou les complications, nous les affronterions ensemble, comme nous l'avions toujours fait, comme nous le ferions toujours. 2 ans après notre mariage, je me tenais dans la cuisine de notre maison, les mains appuyées sur le comptoir, luttant contre la nausée qui était devenue ma compagne constante depuis un mois. « Maman est malade ?» demanda Matteo depuis sa chaise haute. Ses yeux sombres, si semblables à ceux de son père, étaient écarquillés d'inquiétude. « Maman va bien, mon chéri. » J'ai réussi à le dire, même si mon estomac n'était pas d'accord. Je suis juste un peu fatigué. La porte d'entrée s'ouvrit et la voix de Nico retentit. Je suis rentré. Matteo poussa un cri de joie lorsque son père apparut, déjà prêt à le prendre dans ses bras. Nico souleva notre fils avec une aisance acquise par les habitudes, embrassant ses boucles brunes, tandis que Matteo gloussait et babillait à propos de sa journée dans un langage de bambin que nous seuls pouvions interpréter. « Comment vont mes 2 personnes préférées? » demanda Nico, son regard croisant le mien par-dessus la tête de Matteo. « 3? » le corrigeai-je doucement. Il se figea. « 3? » Je sortis de ma poche le test de grossesse positif, celui que j'avais fait ce matin-là, le 4e, juste pour être sûr. 3. La joie qui transforma son visage me fit mal à la poitrine, mais d'une bonne manière. Il posa Matteo avec précaution, puis traversa la pièce en 3 longues enjambées et m'attira dans ses bras. « Tu es sûr? J'ai 4 tests qui le confirment. J'ai rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine pour confirmer. » Mais je souris contre sa poitrine. « Oui, je suis sûr que nous allons avoir un autre bébé. » Il prononça ces mots comme s'il les testait pour les rendre réels. Puis il s'écarta pour me regarder, ses mains encadrant mon visage. « Comment te sens-tu? Ça va? Tu as besoin de quelque chose? » « Je vais bien. J'ai des nausées, je suis épuisé, mais ça va. Nous devrions fêter ça. Je vais appeler Gabriella et mon père et attendre. » J'ai attrapé ses mains. « Gardons ça entre nous pour l'instant. Je veux savourer ce moment avant que toute la famille ne soit au courant. » Sa compréhension a adouci son expression. « Bien sûr, tout ce que tu veux. » Cette nuit-là, après que Matteo se soit endormi, nous nous sommes allongés dans le lit pour parler de l'avenir, des prénoms et des couleurs de la chambre du bébé, et de la façon dont nous allions annoncer à Matteo qu'il allait devenir grand frère. « Il aura presque 3 ans quand le bébé arrivera, » a déclaré Nico, la main posée sur mon ventre encore plat. « Il sera assez grand pour comprendre, mais assez jeune pour ne pas se souvenir de sa vie sans frère ou sœur. On dirait que tu as encore lu des livres sur l'éducation des enfants. Gabriella m'envoie des articles. » Il a souri sans regret. « Je veux bien faire les choses. Tu l'as bien faite la première fois.
Tu le referas bien. La grossesse s'est déroulée sans problème pendant les premières semaines. Puis les nausées matinales ont frappé avec une telle violence que ma première grossesse m'a semblé facile en comparaison. C'est différent, ai-je dit au médecin lors de mon rendez-vous à 8 semaines. Avec Mathéo, j'avais quelques nausées le matin, mais là, c'est toute la journée, tous les jours. C'est peut-être parce que ton taux d'hormones est plus élevé cette fois-ci, a dit le docteur Morrison en prenant des notes. Ou, a-t-elle ajouté après avoir étudié l'écran de l'échographie, c'est peut-être ça. Quoi? Nico s'est immédiatement levé pour se placer de manière à voir l'écran. 2 battements de cœur. Le docteur Morrison a souri. Félicitations. Vous allez avoir des jumeaux. La pièce s'est mise à tourner. Des jumeaux. 2 bébés. J'ai regardé Nico dont l'expression était passée de l'inquiétude à la stupéfaction, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Des jumeaux? A-t-il soufflé. Nous allons avoir des jumeaux. Des jumeaux? Ai-je répété faiblement. Le docteur Morrison a imprimé les images de l'échographie. 2 petits haricots côte à côte. Tout semble aller bien. Les 2 bébés se développent normalement. Nous vous surveillerons de près, bien sûr. Les grossesses gémellaires nécessitent plus de soins, mais vous êtes en bonne santé et jeune. Je ne vois aucune raison de s'inquiéter. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Nico n'arrêtait pas de jeter un œil à la photo de l'échographie posée sur le tableau de bord. Des jumeaux, répéta-t-il. Tu vas finir par user ce mot. Je n'arrive pas à y croire. Il secoua la tête. 2 de plus. Mathéo va avoir 2 frères et sœurs. Il va nous falloir une maison plus grande. Ou alors, on pourrait ajouter un 3e étage, avec plus de chambres. Il était déjà en train de planifier. Je le voyais dans ses yeux. Peut-être agrandir le jardin. Acheter une balançoire. Doucement. Nous avons 7 mois pour y réfléchir. Mais il était impossible de freiner Nico une fois qu'il avait un projet en tête. Au moment où j'ai atteint mon 2e trimestre, il avait déjà engagé des entrepreneurs pour ajouter un 3e étage à notre maison. Gabriella était aux anges, planifiant non pas une, mais 2 chambres d'enfants, un compromis après que j'eus rejeté sa suggestion d'une seule chambre, partagée avec des berceaux assortis. Ce sont des individus, avais-je insisté. Ils devraient avoir leur propre espace. Mais ce sont des jumeaux. Tout assorti, ce sera tellement mignon. Elle a « je t'aime, mais non ». Mathéo s'est adapté à la nouvelle de l'arrivée imminente de frères et sœurs avec la capacité d'adaptation d'un enfant en bas âge. Il tapotait mon ventre qui s'arrondissait et annonçait « mes bébés » à tous ceux qui voulaient bien l'écouter, ce que Nico trouvait infiniment adorable. « Nos bébés », le corrigeai-je gentiment. « Mes bébés », insistait Mathéo, et Nico riait tandis que je levais les yeux au ciel. À 20 semaines, nous avons appris que nous allions avoir des filles. Des jumelles, a déclaré Nico en fixant l'écran de l'échographie où nos filles étaient clairement visibles, semblant déjà se tenir la main. D'où Serena, nous allons avoir 3 enfants. 2 d'entre eux sont des filles. Ça va? Lui ai-je demandé, car il était devenu pâle. Je suis... Il a dégluti. Je vais devoir renforcer la sécurité et installer un meilleur système d'alarme, et peut-être des barreaux aux fenêtres. Ce sont des bébés, Nico, pas des prisonniers. Ce sont mes filles. Il y a une différence. Gabriella trouvait cela hilarant. Attends qu'elle soit adolescente. Il va perdre la tête. Mais en observant Nico avec Mathéo, en voyant à quel point il était doux malgré son apparence rude, je n'étais pas inquiète. Il serait tout aussi sous le charme de nos filles que de nos fils. Le 3e trimestre a été difficile. Porter des jumeaux amplifiait tout. La fatigue, les maux de dos, l'inconfort général lié à une grossesse avancée. À 30 semaines, j'étais énorme, malheureuse et prête à en finir. « Je suis désolé », m'a dit Nico un soir, en massant mes pieds enflés pendant que j'étais allongé sur le canapé. « C'est moi qui t'ai fait ça. On l'a fait ensemble et je le referai. » J'ai hésité, mais peut-être pas immédiatement. Il a ri, il a compris. 3 enfants, c'est beaucoup. 3 enfants, c'est de la folie, ai-je corrigé. Mais c'est notre folie. Mathéo a choisi ce moment pour apparaître avec son livre préféré, grimper sur le canapé à côté de moi et donner accidentellement un coup de coude à l'un des bébés à travers mon ventre. « Aïe, mon grand. Fais attention. Désolé, maman. » Il tapota mon ventre. « Désolé, les bébés. » L'un des jumeaux donna un coup de pied et Mathéo écarquilla les yeux. « Ils m'ont donné un coup de pied. Ils te disent bonjour, dit Nico, abandonnant mes pieds pour prendre Mathéo dans ses bras.
Ils seront bientôt là, et tu pourras alors les rencontrer comme il se doit. Quand, bientôt, lui ai-je promis, même si bientôt semblait encore une éternité quand on est enceinte à ce stade. Les jumeaux sont arrivés 2 semaines plus tôt, bien sûr. Je me suis réveillé à 3 heures du matin avec une rupture de la poche des os et Nico est immédiatement passé en mode crise, vérifiant les sacs pour l'hôpital et les sièges auto et appelant mon médecin pendant que j'essayais de respirer pendant les premières contractions. C'est trop tôt, disait-il au téléphone. Ils ne sont pas prévus avant 2 semaines. Nico, ai-je réussi à dire entre 2 contractions. Les jumeaux arrivent souvent en avance. Tout va bien. Comment peux-tu être aussi calme? Parce que l'un de nous deux doit l'être, et ce n'est clairement pas toi. Gabriella est arrivée pour rester avec Matteo, qui dormait encore et ignorait totalement que ses sœurs avaient choisi le milieu de la nuit pour faire leur entrée. Vas-y, lui a-t-elle ordonné. Je m'occupe de lui. Tiens-moi au courant. Le travail fut plus rapide qu'avec Matteo, mais d'une certaine manière plus intense. 2 bébés signifiaient 2 fois plus de travail, 2 fois plus de pression, 2 fois plus de douleur. Tu es formidable, répétait Nico, sa main dans la mienne, l'autre caressant mes cheveux. Vraiment formidable. Je t'aime tellement. Je ne referai jamais ça, Altège. Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Respire simplement. Sofia Lucia Valente est née la première à 6h47, en criant assez fort pour réveiller toute la maternité. Elena Rose Valente a suivi 3 minutes plus tard, plus calme, mais tout aussi déterminée. Ils ont placé les 2 bébés sur ma poitrine, un de chaque côté, et j'ai regardé ces 2 petits êtres parfaits que nous avions créés, et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Elles sont magnifiques, a murmuré Nico, la voix étranglée. Tu es magnifique. Vous êtes tous si beaux. Les heures qui ont suivi ont été chaotiques. Les infirmières et les médecins ont examiné les bébés pour s'assurer que tout allait bien, ont tenté de les nourrir, les ont mesurés et leur ont fait passer des tests. Nico n'a pas quitté mon chevet, passant avec aisance entre moi et nos filles. Lorsque nous avons enfin eu un moment de calme, tous les 4 seuls dans la chambre d'hôpital, il s'est assis sur le bord de mon lit, tenant Sofia dans ses bras tandis que je tenais Elena. « Nous avons réussi », a-t-il dit doucement. « Oui. 3 enfants, j'acquiesçais. Nous sommes officiellement en infériorité numérique. » Il rit, d'un rire plein d'émerveillement et de joie. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Matteo rencontra ses sœurs le lendemain. Gabriella l'amena à l'hôpital malgré les heures de visite, car personne ne dit non à un Valenté. Il s'approcha prudemment du berceau, clairement intimidé par ces minuscules créatures. « Matteo, voici tes sœurs, dis-je, Sofia et Elena. Elles sont petites, a-t-il observé. Tu étais petit, toi aussi, autrefois, lui a assuré Nico. Elles grandiront. Je peux en prendre une dans mes bras? » Nous l'avons installée avec précaution sur la chaise, sous l'œil attentif de Nico, et avons placé Sofia dans ses bras. Matteo la regardait avec une telle concentration que j'ai dû me retenir de rire. « Bonjour, Sofia, a-t-il dit sérieusement. Je suis ton grand frère. Je vais te protéger. » La main de Nico trouva la mienne et la serra fort, et je sus qu'il luttait contre la même vague d'émotions que moi. C'était notre famille. Désordonnée, bruyante, magnifique et à nous. Rentrer à la maison avec des jumelles demanda une certaine adaptation. Nico avait insisté pour engager une infirmière de nuit pendant le premier mois, ce à quoi j'avais d'abord résisté, mais que j'appréciais rapidement lorsque, à 3 heures du matin, les 2 bébés durent être nourris simultanément. Je pensais qu'un nouveau-né était difficile, ai-je dit un matin, en marchant comme un zombie dans la cuisine à la recherche de café. C'est un tout autre niveau. « Retourne te coucher », m'a dit Nico, apparaissant avec Sofia dans un bras et Elena dans l'autre. « Je m'occupe d'elle. L'infirmière est là. Tu as besoin de repos. J'ai besoin de fonctionner. Tu fonctionnes. Tu es incroyable. Mais tu as aussi mis 2 êtres humains au monde il y a 3 semaines. Repose-toi. J'étais trop fatigué pour discuter. Je suis retourné me coucher et j'ai dormi 4 heures d'affilée. À mon réveil, Nico s'occupait toujours des 2 bébés, tandis que Matteo jouait à côté, l'aidant en apportant des couches et en parlant à ses sœurs. « Tu es magique, lui ai-je dit. Je suis terrifié, m'a-t-il répondu. Mais je suis là. Nous allons trouver notre chemin ensemble. Et lentement, chaotiquement, épuisant, nous avons trouvé notre chemin.
Les filles ont rapidement développé leur propre personnalité. Sophia était la plus bruyante, exigeante et intrépide. Elena était plus calme, plus observatrice, mais tout aussi déterminée. Matteo prenait son rôle de grand frère très au sérieux, toujours prêt à aider, à protéger, à s'impliquer. Mes bébés, disait-il encore, même lorsqu'ils sont passés du stade de nouveau-né à celui de nourrisson. Nos bébés, le corrigeai-je. Mes bébés, insistait-il, et Nico souriait tandis que je secouais la tête. Pour le premier anniversaire des jumeaux, nous avons organisé une fête dans notre jardin agrandi. Les travaux étaient enfin terminés. Le troisième étage comprenait 2 chambres d'enfants et une salle de jeu. Le jardin était désormais équipé d'une balançoire, d'un bac à sable et de plus de jouets que 3 enfants ne pourraient en avoir besoin. Comme on pouvait s'y attendre, Gabriella avait exagéré avec les décorations. Antonio avait apporté des cadeaux qui auraient pu financer des études universitaires. Mes amis avaient fourni suffisamment de gâteaux pour nourrir une armée, et je me tenais avec Nico, regardant nos 3 enfants couverts de glaçage et riant de joie, et je sentais mon cœur s'élargir au-delà de ce que j'aurais cru possible. Tu es heureuse? M'a demandé Nico, son bras autour de ma taille, tellement heureuse que cela m'effraie parfois. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui compte et l'idée de perdre tout cela. Je me suis arrêté, incapable de finir ma phrase. Il m'a tourné vers lui, ses mains sur mon visage. Tu ne perdras rien. Nous ne perdrons rien. Je te le promets, Serena, c'est pour toujours. Et en le regardant dans les yeux, je l'ai cru. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que les enfants se soient enfin endormis, nous nous sommes effondrés sur notre lit, tout habillés. 3 enfants, a dit Nico. 3 enfants, ai-je acquiescé. Nous sommes fous, nous sommes heureux, nous sommes les deux. Il s'est tourné vers moi, le regard doux. J'aime notre vie folle, chaotique et magnifique. Je t'aime aussi. J'ai pris sa main et j'ai entrelacé nos doigts. Merci pourquoi? Pour être venu dans ma boutique le premier jour et tous les jours depuis, pour avoir choisi ça, pour nous avoir choisis. Le choix le plus facile que j'ai jamais fait. Et je me suis blotti dans ses bras. Nos enfants dormaient au bout du couloir. Notre maison était pleine d'amour, de rire et de vie. Je savais qu'il avait raison. C'était tout ce qui comptait et c'était à nous. 5 ans après la naissance des jumeaux, nos vies avaient trouvé un rythme merveilleux, à tel point que je devais parfois me pincer pour croire que c'était réel. Matteo avait maintenant 7 ans, avec ses membres dégingandés et ses questions sérieuses. Il avait hérité de l'intensité de son père et de ma tendance à trop réfléchir, ce qui rendait les conversations pendant le dîner très intéressantes. Mais pourquoi je ne peux pas aller chez Giovanni après l'école? Demandait-il pendant que je préparais les déjeuners dans la cuisine. Tous les autres enfants peuvent y aller. Parce que les parents de Giovanni n'ont pas été contrôlés par la sécurité, répondit Nico calmement, sans lever les yeux du rapport commercial qu'il examinait à la table de la cuisine. Ce n'est pas juste, la vie n'est pas juste, mais elle est sûre. Qu'est-ce qui est le plus important? Je lançai à Nico un regard qui disait « Laisse-moi m'en occuper » et me tournai vers notre fils. Que dirais-tu de ça? Giovanni viendrait ici après l'école. Vous pourriez jouer dans le jardin et je ferai les cookies que vous aimez tous les deux. Matteo réfléchit, le visage concentré. Avec des pépites de chocolat. Avec des pépites de chocolat. D'accord, il attrapa son sac à dos et se dirigea vers la porte où ses gardes du corps l'attendaient pour le conduire à l'école. Manipulé par des cookies, observa Nico une fois Matteo parti. Je ne lui ai rien appris. Tu lui as appris beaucoup de choses, notamment comment négocier, c'est pourquoi il a essayé de te convaincre au départ. Il sourit en mettant son rapport de côté. Tu as raison. Les jumelles choisirent ce moment pour faire éruption dans la cuisine. Sophia en tête, comme toujours, suivie de près par Elena. Papa. Sophia se jeta dans les bras de Nico qui la rattrapa avec une aisance acquise par l'habitude. On peut avoir des pancakes? Vous avez mangé des céréales il y a 20 minutes? Mais on a encore faim. Les filles en pleine croissance ont besoin de se nourrir, dis-je en sortant déjà la préparation pour les crêpes. Mais vous allez m'aider. Les 2 filles poussèrent des cris de joie et grimpèrent sur les tabourets de l'îlot de cuisine, tandis que je supervisais leur préparation enthousiaste, mais désordonnée des crêpes. C'était notre routine matinale. Le chaos, le café et le rythme confortable d'une famille qui avait appris à travailler ensemble.
Le téléphone de Nico sonna avec une sonnerie spécifique qui signifiait qu'il s'agissait d'une affaire professionnelle. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, puis à moi. Je dois répondre. Vas-y. On s'occupe du petit déjeuner. Il a embrassé chacune des filles sur le front, puis moi, avant de disparaître dans son bureau. Papa est occupé? A demandé Elela Nena d'une voix plus douce que celle de ses jumelles. Il travaille, ma chérie, mais il reviendra bientôt. L'entreprise s'était développée au fil des ans, s'étendant à des activités plus légitimes tout en se débarrassant soigneusement des aspects plus louches. Nico s'était donné pour mission de construire quelque chose dont ses enfants pourraient être fiers, quelque chose qui ne reviendrait pas les hanter. Je veux qu'ils aient des choix que je n'ai jamais eus. Il m'a dit une fois, je veux qu'ils choisissent cette vie parce qu'ils l'aiment, pas parce qu'ils y sont piégés. Quand il est sorti de son bureau, les jumelles étaient couvertes de farine et la cuisine ressemblait à une zone sinistrée. Mais il y avait des crêpes. C'est une réussite? Lui ai-je demandé en lui tendant une assiette. Toujours. Il a accepté un câlin collant de Sofia et Elena avant qu'elles ne partent jouer. On s'est occupé de Giovanni. Je me suis figé au milieu du nettoyage. On s'en est occupé? Pas comme ça. Il a levé les yeux au ciel en voyant mon expression. J'ai fait vérifier l'entreprise de son père. Il dirige un cabinet comptable légitime. Pas de relation, pas de problème. Matteo pourra y aller après que j'aurai rencontré la famille. Tu vas les intimider, n'est-ce pas? Probablement. Mais la sécurité de notre fils passe avant tout. C'est cet équilibre qui définissait notre vie actuelle. La navigation prudente entre la normalité et la réalité de qui nous étions. Ce que le nom de Nico signifiait dans cette ville. À propos, dit Nico en finissant sa crêpe, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Le ton sérieux me fit poser le torchon. Bon, Antonio veut prendre sa retraite définitive cette fois. Il veut déménager dans sa villa en Sicile. C'est une bonne chose, non? Il en parle depuis des années. Cela signifie que je vais tout reprendre, pas seulement les opérations quotidiennes, mais toute l'organisation. Il m'a regardé dans les yeux. Je voulais m'assurer que tu étais d'accord avant de m'engager. J'ai pensé à l'homme que j'avais épousé, au père de mes enfants, à celui qui avait prouvé à maintes reprises qu'il pouvait exercer le pouvoir sans se laisser corrompre. Ça te convient? Lui ai-je demandé. Oui, je crois que j'ai enfin compris comment faire tout ça sans compromettre ce qui compte vraiment. Il m'a serré contre lui, mais seulement si tu es d'accord. Je suis d'accord. J'ai toujours été d'accord. La transition s'est faite au cours des mois suivants. Antonio a officiellement pris sa retraite et s'est installé en Sicile, au milieu des festivités et des célébrations. Nico a pris pleinement ses fonctions, apportant avec lui des changements qui ont modernisé l'entreprise tout en respectant la tradition. Il est doué pour ça, a observé Gabriela lors d'un de nos rendez-vous hebdomadaires autour d'un café. Il est meilleur que papa à certains égards, moins ancré dans les vieilles habitudes. Il essaie de construire quelque chose de différent et il y parvient. Elle remua son café d'un air pensif. Tu sais, quand il a annulé ce mariage il y a des années, la moitié de la famille a pensé qu'il avait perdu la tête. Maintenant, ils voient tous que c'était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Seulement la moitié pensait qu'il était fou, la taquinai-je. L'autre moitié était trop occupée à paniquer à propos de la situation avec les Russo. Elle sourit. Mais ça a marché. Tout a marché. C'était vrai. La famille Russo avait fini par se rallier, surtout après le changement de direction. La nouvelle génération voulait la paix, voulait des affaires légitimes, voulait dépasser les vieilles rancunes. C'est comme si le monde entier grandissait, avais-je dit à Nico après une négociation particulièrement réussie. Nous essayons tout simplement de laisser à nos enfants quelque chose de mieux que ce que nous avons eu, avait-il répondu. La boutique prospérait aussi. J'avais ouvert 3 autres boutiques, embauché des gérants en qui j'avais confiance tout en conservant le contrôle direct de la boutique d'origine. C'était mon refuge, mon exutoire créatif, la seule chose qui m'appartenait entièrement. Techniquement, Nico aimait souligner que j'étais sa meilleure cliente parce que j'achetais constamment des fleurs, parce que ma femme réalisait les plus beaux arrangements floraux de la ville et que j'aimais les montrer. Il continuait d'acheter des roses. À chaque anniversaire, il venait avec la même demande. Des roses rouges pour ce soir. Juste pour ce soir. C'était notre tradition, un rappel de nos débuts. Pour notre 5e anniversaire de mariage, il m'avait fait la surprise d'un voyage. Juste nous deux, avait-il dit. 4 jours en Toscane. Les enfants resteront avec Gabriela. 4 jours sans les enfants. J'étais à la fois ravie et anxieuse. Nous ne nous étions jamais éloignés d'eux aussi longtemps,
4 jours pour nous rappeler ce que c'était que d'être juste nous deux. Pas maman et papa, juste Serena et Nico. La Toscane était magique. Des collines vallonnées, une cuisine incroyable et des moments de calme où nous pouvions simplement être ensemble sans que personne n'ait besoin de nous. C'est agréable, ai-je dit d'un soir, blotti contre lui sur le balcon de notre villa, alors que le soleil se couchait sur les vignobles. Nous devrions le faire plus souvent, une tradition annuelle, au minimum. Il m'a embrassé sur le sommet de la tête. J'aime nos enfants, notre vie, mais j'aime aussi ça, juste toi et moi. 5 ans de mariage. Je suis pensive. 7 ans depuis que tes premières nuits dans la boutique. La meilleure tempête de ma vie. Ce n'était même pas une si mauvaise tempête. Mais pour moi, oui, j'étais censé être au lieu du mariage pour finaliser les détails. Au lieu de cela, je me suis retrouvé dans un magasin de fleurs avec la plus belle femme que j'avais jamais vue. Il s'est déplacé pour pouvoir me regarder. C'est cette nuit-là que tout a changé. Je ne le savais pas encore. Quand l'as-tu su? Quand je suis entré pour récupérer le bouquet d'Isabella et que je t'ai revu, tout s'est mis en place. Comme si toute ma vie m'avait conduit à ce moment. J'ai repensé à ces échographies, à la façon dont je les avais déchirées, pensant que je l'avais perdu avant même de l'avoir vraiment eu. J'ai failli perdre tout ça, ai-je dit doucement. Non, je ne t'aurais pas laissé faire. Même si tu avais fui, même si tu t'étais battu contre moi à chaque étape, j'aurais trouvé un moyen de te retrouver. Il a pris mon visage entre ses mains. Toi, Matteo et les jumeaux, vous êtes tout pour moi. Tout le reste n'est que bruit. C'est très romantique pour un parrain de la mafia. Ancien parrain de la mafia, actuel homme d'affaires légitime et père de famille dévoué. Actuel homme d'affaires légitime qui a toujours des gens qui lui rendent des comptes. Des détails. Nous avons fait l'amour cette nuit-là, les portes du balcon ouvertes, l'air toscan frais sur notre peau, et c'était comme si nous revivions notre première nuit, mais en mieux, plus profondément. Avec le poids des années, de l'amour et de l'histoire entre nous, emmêlés dans les draps, Nico a dit « T'ai-je dit récemment que tu es la meilleure décision que j'ai jamais prise? Pas depuis ce matin. Tu te relâches, c'est inacceptable. » Il s'est redressé sur un coude. Tu es la meilleure décision que j'ai jamais prise. T'épouser, fonder une famille avec toi, construire cette vie. Tu n'es pas si mal toi-même. Un grand compliment de la part de ma femme. Nous sommes rentrés chez nous revigorés, reconnectés, prêts à replonger dans le chaos de 3 enfants, 2 carrières et une vie qui n'était jamais ennuyeuse. Les enfants nous avaient désespérément manqué. Tous les 3 se sont jetés sur nous dès que nous avons franchi la porte. Ne pars plus jamais, a déclaré Sophia. 4 jours, ça m'a semblé une éternité, a ajouté Matteo. Elena s'est simplement accrochée à moi et ne m'a pas lâché pendant 20 minutes. Je t'avais dit qu'ils iraient bien, a dit Gabriella, mais son sourire était complice. Mais ils t'ont aussi beaucoup manqué. Cet été-là, Matteo a demandé s'il pouvait en savoir plus sur l'entreprise familiale. J'ai 7 ans, a-t-il souligné lorsque j'ai hésité. Je devrais commencer à comprendre ce que fait papa. Nico et moi avons longuement discuté de cela ce soir-là. Il est trop jeune, ai-je insisté. Il pose des questions. Nous pouvons soit y répondre honnêtement, soit le laisser imaginer des choses pires que la vérité. Et si je ne pouvais pas aller au bout de ma réflexion? Et s'il choisissait cette vie? Et si nous le perdions au profit de l'entreprise familiale? Comme Nico a failli se perdre lui-même, alors nous le guiderons, a dit Nico doucement. Nous lui montrerons les bons côtés et les côtés difficiles. Nous lui ferons voir ce que cela signifie vraiment. Et puis, quand il sera plus grand, nous le laisserons choisir. Matteo a donc commencé à passer ses samedis matins au bureau de Nico. Rien de dangereux, rien d'inapproprié, juste classé, organisé et apprendre comment fonctionnait une entreprise légitime. C'est ennuyeux, a-t-il déclaré après la première semaine. La plupart des entreprises sont ennuyeuses, avait répondu Nico. Les aspects passionnants sont ceux dont les gens se souviennent, mais 90% du travail consiste en de la paperasse et des réunions. Ça a l'air terrible. Ça peut l'être, mais c'est aussi construire quelque chose, créer des opportunités, prendre soin des personnes qui travaillent pour toi. J'ai vu Matteo assimiler tout cela. Je l'ai vu commencer à comprendre le poids des responsabilités qui accompagnaient le nom Valente. Il grandissait.
Ils grandissaient tous. Les jumelles ont commencé la maternelle cet automne-là, toutes les deux dans la même classe, malgré mon intention initiale de les séparer. Elles ont besoin l'une de l'autre, m'avait conseillé le conseiller scolaire. Séparer des jumelles peut être traumatisant. Laissez-les rester ensemble. Sophia et Elena ont donc traversé la maternelle comme une seule et même personne. Sophia se faisait des amis pour elles deux, tandis qu'Elena observait tranquillement et faisait ensuite des commentaires réfléchis. Elles sont comme les deux moitiés d'une seule personne, a observé Gabriella. Sophia est le cœur. Elena est la tête. Elles sont toutes les deux entièrement elles-mêmes. Je l'ai corrigé. Elles l'expriment simplement différemment. 8 ans après cette première nuit, un mardi soir tranquille, j'ai trouvé Nico dans son bureau, fixant quelque chose sur son bureau. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Il l'a brandi. C'était la photo de l'échographie des jumelles, celle prise lors de notre rendez-vous à 6 semaines, lorsque nous avons découvert qu'il y en avait deux. Je pensais à comment nous en étions arrivés là, à tous les petits moments qui avaient mené à cette vie. Je me suis placé derrière lui et j'ai passé mes bras autour de ses épaules. Des regrets? Pas un seul. Et toi? Pas un seul. Il m'a fait pivoter pour m'asseoir sur ses genoux, la photo toujours à la main. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir donné ma chance. Pour m'avoir laissé faire mes preuves. Pour avoir construit cette vie incroyable avec moi. Il a posé la photo avec précaution. Pour m'avoir aimé, même quand je ne te l'ai pas facilité. Tu m'as facilité les choses plus que tu ne le penses. Tu étais là tous les jours. Tu étais là. C'est tout ce dont j'avais besoin. Nous sommes restés assis là, dans un silence confortable, la maison calme autour de nous. Matteo faisait ses devoirs à l'étage. Les jumeaux jouaient dans leur chambre. Notre famille, notre vie. Nous devrions en avoir un autre, a soudainement dit Nico. Je me suis reculé pour le regarder. Tu es fou? Nous avons 3 enfants occupés, exigeants, merveilleux. Je sais, mais je pensais que non. Je riais maintenant. Plus de bébés. 3, c'est parfait. Notre famille est parfaite telle qu'elle est. Il a longuement étudié mon visage, puis a souri. D'accord, 3 enfants, une femme incroyable, une belle vie, une vie belle, chaotique et parfaite. Ça marche aussi. Plus tard dans la soirée, après avoir couché les enfants, et alors que nous nous préparions à aller nous coucher, Nico a sorti une petite boîte de sa table de chevet. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. À l'intérieur se trouvait un pendentif en or, délicat, incrusté de résine. Au centre se trouvaient les morceaux de l'échographie originale que j'avais déchirés il y a près de 9 ans, ceux qu'il avait conservés et m'avait donnés lors de notre mariage. Nico, je les ai fait transformer en collier pour que tu puisses le porter avec toi. Carrie, le moment où tout a changé, le moment où nous sommes devenus une famille. Je ne pouvais pas parler, tant l'émotion m'étranglait la gorge. Il a pris le collier dans la boîte et l'a attaché autour de mon cou. « Parfait », a-t-il murmuré. J'ai touché le pendentif, sentant l'histoire qu'il représentait. Une nuit, une tempête, un choix qui a tout changé. Je t'aime, ai-je chuchoté. Je t'aime aussi, pour toujours. Et debout là, dans notre chambre, dans la maison que nous avions construite, entouré de la vie que nous avions créée, je savais qu'il était sincère. C'était pour toujours. C'était tout. C'était à nous.